Et si un problème mathématique, qu'on a cru insoluble pendant des siècles, avait finalement une solution? Et une solution élégante en plus? C'est ce qu'on explore aujourd'hui en plongeant dans le théorème d'Ezouidi. Bon, on commence fort. Ça, c'est ce qui ressemble à un véritable Everest mathématique. Une équation polynomiale du 8e degré. Juste à la regarder, on sent que ça va être compliqué. La vraie question, ce n'est pas juste de trouver une réponse approximative. Ça, un ordinateur peut le faire. Non, le vrai défi, le casse-tête qui a tenu les mathématiciens en haleine, c'est de trouver la solution exacte, la valeur symbolique parfaite. Alors, voici notre plan de match. D'abord, on va regarder pourquoi ce genre de problème est si difficile à la base. Ensuite, on va découvrir le théorème des Zouiti, la fameuse solution. On va le mettre à l'épreuve avec un exemple concret pour bien voir comment ça marche. Et pour finir, on verra pourquoi cette méthode pourrait bien changer les règles du jeu. OK, première section. On va commencer par comprendre les obstacles, les méthodes traditionnelles, et pourquoi elles bloquent sur des équations comme celle-là. D'un côté, on a les méthodes classiques. Elles sont utiles, oui, mais elles donnent souvent des approximations, des estimations proches avec des petites erreurs d'arrondi. De l'autre côté, ce nouveau théorème promet quelque chose de complètement différent, l'exactitude. Pas de presque, pas d'environ, mais la réponse parfaite. Et ça remet directement en question une idée bien ancrée en mathématiques, notamment le théorème d'Abel, qui disait en gros que c'était impossible d'avoir une formule générale pour ce genre d'équation. On pensait que c'était une porte fermée, mais cette nouvelle approche vient cogner très fort à cette porte. Alors comment est-ce possible? Comment ce théorème réussit-il là où tant d'autres ont échoué? C'est qu'il propose une toute nouvelle façon de voir le problème. Voici le cœur de la machine. À première vue, cette formule a l'air, disons, intimidante, mais on va voir qu'elle est plus logique qu'elle en l'air. En fait, il faut la voir comme une recette en 3 étapes. D'abord, les coefficients binomiaux, qui sont là pour ajuster le tir avec précision. Ensuite, le coefficient de base, qui va chercher une information cruciale dans notre équation de départ. Et enfin, le terme récursif. C'est lui la clé. Il fait en sorte que chaque étape s'appuie sur la précédente. C'est un peu comme déverrouiller un coffre-fort. Chaque bon chiffre nous donne une partie de la combinaison pour le suivre. Bon, assez théorie, c'est le temps de mettre le théorème à l'épreuve. Voyons comment il s'en sort face à notre polynôme monstre. On commence le processus, première étape, et là, surprise. Toute la complexité de la formule s'effondre pour nous donner un résultat d'une simplicité désarmante, 0. On continue, deuxième étape. On refait les calculs et on obtient exactement le même schéma. Le résultat, encore une fois, c'est 0. Intéressant. Troisième étape. Et là, on commence à voir un rythme s'installer. Chaque calcul, peu importe sa complexité, nous ramène toujours au même point de départ, 0. Et ça continue, étape après étape. Ça confirme que la méthode est cohérente, qu'il y a une logique interne puissante. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tous ces zéros? Eh bien, c'est ça le moment de vérité. Après tous ces calculs, le théorème filtre tout le bruit, toute la complexité pour nous révéler une racine d'une simplicité incroyable, le chiffre 3. Et pas juste une racine exacte, x égale 3, avec une multiplicité de 8. En d'autres mots, notre monstre polynomial, c'était juste x-3 à la puissance 8. La solution était là, cachée sous une forme complexe, et le théorème nous l'a révélé. C'est une belle prouesse mathématique, mais qu'est-ce que ça change au fond? Pourquoi c'est si important? Ce tableau montre bien le changement de paradigme. Par exemple, là où les méthodes classiques paniquent quand le degré du polynôme augmente, pour ce théorème, ça n'a aucun effet. Et surtout, les racines multiples, comme notre cas avec x-3 huitième, ne sont plus vues comme un problème, mais comme un élément central de la structure. Le théorème ne fait pas qu'approximer la solution, il la reconstruit de l'intérieur. Sa plus grande force, c'est donc son universalité. Peu importe le degré, peu importe si les racines se répètent, la méthode fonctionne. Elle réussit là où plein d'autres jettent l'éponge. Ça nous laisse avec une dernière pensée, une question assez vertigineuse. Si un problème qu'on pensait mathématiquement impossible à résoudre de façon exacte a finalement une solution claire, combien d'autres limites, en sciences ou en maths, ne sont en fait que des illusions, des murs qu'on n'a tout simplement pas encore trouvé la bonne façon de contourner?